à ces grâces, justement, qu'on puisse réaliser combien elles sont nombreuses, qu'on puisse avoir de la reconnaissance envers toi. Je te prie pour que tu puisses nous donner de la reconnaissance aussi pour ceux qui nous ont précédés dans l'œuvre, ici dans notre propre province, Seigneur, qui ont défriché la terre pour pouvoir y semer la bonne parole et qui ont enduré beaucoup de souffrances, Seigneur. Et aujourd'hui, on moissonne un fruit abondant de tout ce labeur. Et on veut te prier pour que, Seigneur, non seulement nos cœurs soient reconnaissants, mais qu'on soit poussés à imiter leur exemple et à continuer cette œuvre de travailler à l'Église et au royaume de Christ. Et on te demande de bénir donc ce temps qu'on va prendre pour étudier cette page d'histoire. Amen. Alors, bienvenue à tous. Donc, on est à l'avant-dernier cours, en principe, à moins que j'aurais trop de matière pour le dernier cours. On voit en 3 séances l'histoire de la réforme au Québec. Donc, la première partie, c'était de 1534 à 1837, qui va donc des premières expéditions de Jacques Cartier jusqu'à la révolte des Patriotes. Mais ce qu'on a vu surtout dans cette période historique, c'est la présence des Huguenots en Nouvelle-France. Aujourd'hui, on va aller de 1837 à 1960. On va voir les pionniers de la foi évangélique au 19e siècle, surtout un petit peu au 20e siècle. Et après ça, on va voir de 1960 et suivant, là, je ne sais pas exactement où on va arrêter, mais c'est surtout, on va se concentrer sur le réveil évangélique des années 70 et puis l'implantation de la foi protestante ici à Saint-Jérôme. Donc, dans le dernier cours, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'Huguenots qui ont été impliqués au début dans la colonie de la Nouvelle-France. D'ailleurs, il y a eu plusieurs des premiers gouverneurs qui étaient des Huguenots, à commencer par le sieur de Roberval, au temps déjà de Jacques Cartier, Pierre Dugas-de-Mont, qui était l'associé de Champlain, qui était un Huguenot sous le roi Henri IV, qui a abdiqué sa foi protestante, mais qui était un Huguenot. Donc, le développement sous Champlain, on a vu comment ça a été un point tournant aussi en Nouvelle-France, quand ça en était un en France, avec l'influence du cardinal Richelieu, et puis progressivement la révocation de l'édit de Nantes, qui enlevait du royaume de France là, les droits civils progressivement des Huguenots. On a vu la conquête dans l'histoire du Québec, qui est un point important, 1760, la Grande-Bretagne qui s'empare de quasi la totalité du territoire de l'Amérique du Nord. Il y a une toute petite possession qui est laissée à la France, les îles Saint-Pierre et Miquelon au sud de Terre-Neuve, mais à part ça, tout ce qui était la France, c'est maintenant la Grande-Bretagne. Donc, le territoire devient officiellement protestant. Mais ça ne va pas faire du protestantisme la religion principale pour les francophones sur place, puisqu'elle est vue comme la religion de l'ennemi, et il y a ce clivage entre les anglophones et les francophones à partir de ce moment-là, qui va mener plusieurs décennies plus tard à la révolte des Patriotes. Et on s'était laissé sur le rapport Durham, qui était donc un ministre de Londres qui avait été envoyé par la Grande-Bretagne pour enquêter sur ces révoltes de la population. Et alors qu'il s'attendait à trouver une population révoltée contre son gouvernement, ce qu'il trouve, c'est finalement 2 peuples, 2 nations en un pays, et il recommande l'assimilation des francophones. Et à partir du rapport Durham, le catholicisme va encore plus, avec la langue, renforcer l'élément identitaire des Canadiens français et de la résistance comme peuple conquis. Alors, c'est ce qui va faire que ça va être difficile pour la foi protestante de s'implanter en français dans ce contexte-là d'un conquérant protestant anglophone. Donc, aujourd'hui, on va voir la mission de la Grande Ligne, la Société missionnaire canadienne-française, Charles Chéniky et un petit peu le Québec avant le Réveil. Donc, au 18e, 19e siècle, on a vu finalement que depuis l'époque
la Nouvelle-France, il y a toujours eu quelques franco-protestants un peu éparpillés à différents moments, mais il n'y a pas eu d'impact durable. La plupart de ces petits groupuscules s'éteignent rapidement. Il y a une église qui paraît, mais il n'y a pas d'impact durable, sauf pour la mission de la Grande Ligne, qui est vraiment un ministère qu'on peut voir une continuité du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. La mission de la Grande Ligne, c'est ce qui est devenu l'Union des Églises baptistes francophones du Canada. Autrefois, on les appelait l'Union des Églises baptistes françaises du Canada, qui compte encore aujourd'hui une trentaine d'églises au Québec, avec quelques églises aussi en Ontario. Donc, Grande Ligne, c'était la dénomination de ce qui est aujourd'hui Saint-Blaise sur le Richelieu, sur la rive sud de Montréal, dans des terres agricoles. Alors, on l'appelait à l'époque Grande Ligne, à l'époque de la colonisation du Québec, où on développait le territoire du Québec. Et 1835, c'est le début du ministère d'Henriette Feller au Québec. Donc, Henriette Feller, elle est née Henriette Audin en 1800 dans le canton de Vaud en Suisse et elle naît à la veille du réveil, le réveil protestant du côté suisse, que ça a impacté aussi la France, la Belgique, un réveil qui va de 1820 à 1850. Donc, le canton de Vaud est sous l'influence, entre autres, du théologien Alexandre Vinet, qui est un peu le père de l'Église libre de Suisse. Et il y avait donc dans ce réveil l'influence des pays anglo-saxons qui avaient vécu le grand réveil méthodiste avec les frères Wesley, avec George Whitefield dans les années 1700. Et puis, donc, le réveil méthodiste puis des réveils subséquents. Là, c'est qu'on met l'emphase surtout sur l'importance de vivre une expérience spirituelle pour être sauvé, que ce n'est pas suffisant d'avoir d'être dans la bonne église avec une bonne confession de foi. Et puis, cette influence-là, méthodiste, piétiste, d'expérience religieuse, va aussi être prêché en Suisse par deux Écossais, Richard Wilcox et Robert Haldane. Et c'est surtout Robert Haldane qui est à l'origine de ce qu'on a appelé le réveil suisse. Il avait donné une série de conférences à Genève. Haldane, c'est celui qu'on voit ici. Le reste, ce sont tous des francophones. On a dans l'ordre César Malan, Jean-Henri Merle d'Aubigné et les frères Monod, voilà, Adolphe et Frédéric Monod. Alors, des noms peut-être que vous avez déjà entendus, certains grands compositeurs d'hymnes qu'on chante en français. Alors, ils sont tous liés à ce réveil-là suisse sous la prédication de Robert Haldane qui était donc venu donner une série de conférences à Genève. Frédéric Monod était son traducteur, puisqu'il était écossais, il parlait anglais. Et c'est dans ce contexte-là donc que Henriette Feller a probablement venu à l'Évangile. Alors, c'était Henriette Audin, elle est devenue Henriette Feller lorsqu'elle s'est mariée en 1822 avec Louis Feller. Louis Feller était un homme veuf qui était le directeur de police de la ville de Lausanne. Et dans les 5 années qui ont suivi son mariage, elle a perdu successivement sa fille, son mari, sa sœur, sa mère, et elle-même a failli y passer atteinte de typhoïde, et puis elle s'est remise finalement, et elle s'engage en 1827 avec la Société des missions évangéliques de Lausanne, et c'est ce qui va éventuellement la conduire à venir au Canada avec un compagnon, Louis Roussy, qui va l'accompagner. Alors, Louis Roussy et Henriette Feller vont être les deux missionnaires de la Grande Ligne qui va être la mission franco-protestante qui va avoir un impact durable dans notre province. Louis Roussy était plus jeune, il a l'air plus vieux là-dessus parce qu'on n'avait pas de Polaroid de Louis Roussy à la même époque pour Henriette Feller. Louis Roussy, il est né à Vevey en Suisse, il est d'ascendance huguenote. Il a fait le lycée, par la suite il est devenu maçon et il est devenu colporteur de livres religieux en France, vend des livres et des traités.
Et il a fait un séminaire biblique là, à Lausanne, et c'est là qu'il a rencontré Henriette Feller, qui devait rejoindre un couple suisse qui était missionnaire à Montréal, Henri Olivier et son épouse. Alors Henriette devait s'embarquer pour venir en Amérique, et Louis Roussy offre spontanément de l'accompagner. Alors un jeune homme aventurier, et puis donc ils partent comme ça. Ils vont passer le reste de leur vie ensemble au Québec. Il n'y aura jamais rien de romantique entre les deux. Ils vont demeurer amis, vont être des partenaires dans l'œuvre jusqu'à leur mort. Henriette va demeurer veuve et lui célibataire. Alors leur paquebot transatlantique arrive à New York et ils remontent le Richelieu avec un bateau à vapeur. Ils vont débarquer à Saint-Jean-d'Iberville et ils arrivent le 31 octobre 1835, juste à temps pour la fête de la Réforme, 31 octobre. Si on se rapporte dans les tout premiers cours, le début de la Réforme, quelques siècles plus tôt. Ils vont donc être à Montréal. Ça, c'est un dessin de Montréal vers 1850, chez le couple Henry. Et de là, ils vont évangéliser la population francophone de la ville, offrent des Bibles, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'ouverture, c'est très, très difficile, c'est très fermé, la population est vraiment sous d'abord, il y a une méfiance vis-à-vis de la religion protestante, mais le clergé est très, très hostile des franco-protestants qui sont vus comme des loups dans la bergerie. Le couple Olivier retourne en Suisse pour des raisons de santé, mais Henriette Feller et Louis Roussy décident de demeurer et cherchent à établir une petite école, offrent des services donc d'instruction gratuits pour les enfants. Et chaque fois qu'ils ouvrent quelque chose, le clergé s'assure de faire fermer leur école, de sorte que c'est impossible pour eux d'œuvrer à Montréal. Ils ne peuvent pas vraiment s'établir où le clergé catholique a une surveillance, mais on est à l'époque de la colonisation du Québec et il y a des secteurs où le clergé n'est pas établi. Et donc, il y a par moments des prêtres, des curés qui vont venir faire des tours dans certains villages là, où on envoie des colons pour développer le Québec. Et donc, ça donne une opportunité pour ces deux missionnaires d'aller s'établir dans la région de Grande-Ligne, qui va devenir donc... j'ai dit quoi tantôt? Pas Saint-Hilaire, c'est... Saint-Blaise, voilà, Saint-Blaise sur le Richelieu, qui va et donc qui n'aura pas un statut là, de paroisse, qui n'a pas son église. Ils vont d'ailleurs éventuellement là, une certaine portion de Grande-Ligne va réclamer à l'Église de rapidement établir une paroisse canonique parce que les protestants commencent à se multiplier en grand nombre. Mais donc, c'est ce qui permet cette situation-là, un peu plus d'absence du clergé, pour eux d'aller s'établir. Et c'est Louis Roussy qui trouve un poste d'instituteur dans la nouvelle colonie de Grande-Ligne. Il va être renvoyé après 2 mois parce qu'on voit qu'il y a des éléments un peu particuliers dans ces sermons du dimanche. Et puis, mais Henriette le rejoint en 1836, l'année suivante. Et elle va louer le grenier de la famille Lévesque. La maison existe encore aujourd'hui où elle était. Et elle va offrir son enseignement gratuitement aux enfants, Lévesque et autres du coin qui vont venir, et les adultes qui viennent le soir suivre des cours, apprendre à lire. Et c'est comme ça, par l'offre d'un enseignement, que ça va être leur porte d'entrée pour l'Évangile à Grande-Ligne. Alors rapidement, il gagne la confiance de plusieurs familles. Roussy reprend un travail de colporteur. Il visite les habitants des fermes avoisinantes. Il fait quelques convertis. Et puis, c'est le début de l'Église baptiste de Grande-Ligne. Ce n'est pas le nom nécessairement qu'il prenait, là, mais c'était une église baptiste et qui regroupe une dizaine de familles. Leur travail comme missionnaire est compromis
lors de la rébellion des Patriotes de 1837 parce qu'ils sont suspectés par les Patriotes d'être des ennemis, puisqu'ils ont la même religion que le conquérant. Alors, on se méfie d'eux, on leur fait du trouble. Il y a un peu de vandalisme qui est fait vis-à-vis de les endroits où ils habitent. Donc, ils vont prendre la fuite vers les États-Unis temporairement. Et pendant la fuite aux États-Unis, Louis Roussy, Henriette Feller vont faire un peu une tournée, vont demander de l'aide de la Suisse en écrivant donc leurs contacts en Suisse et des églises américaines. Ils vont, au cours de leur séjour à grande ligne du reste de leur vie du ministère, faire plusieurs levées de fonds des États-Unis vers le Québec et vont vraiment réussir à canaliser des sommes importantes pour aider l'œuvre. Pendant ce voyage aux États-Unis, Roussy rencontre le docteur Cyril Hector Octave Côté, qui était un des meneurs des rébellions des Patriotes, qui s'est enfui aussi pour échapper donc aux autorités. Et il va se convertir à la foi protestante. Il va être une grande aide à la mission de la Grande Ligne. Et donc, ils reviennent après quelques mois à Grande Ligne avec beaucoup de soutien. Ils apportent de l'aide aux familles pauvres. Ils sont accueillis par la communauté. Ils viennent comme des gens bienfaisants qui aident. Ils montrent beaucoup aussi de bienveillance et de grâce envers ceux qui les ont préalablement persécutés, alors ce qui fait qu'ils gagnent en crédibilité. Roussy va demeurer pasteur de cette première église jusqu'à sa mort en 1880. Et à sa mort, l'église comptait une trentaine de familles. Et toute sa vie, il travaille sans relâche à évangéliser la région. Il vient jusque pas loin d'ici, Bois-de-Belle-Rivière. Il y a une vieille église protestante qui appartient à l'Église unie maintenant, qui est plus un site historique. Je pense qu'ils se réunissent l'été, là, mais pas l'année longue. Et donc, Louis Roussy a participé à évangéliser la région de la Rive-Nord, Sainte-Scolastique. Et donc, il demeure là. L'Église existe encore aujourd'hui. C'est la plus vieille Église franco-protestante qui est encore active. Il y a eu des églises protestantes françaises là, qui ont existé avant cela, mais qui n'ont pas perduré dans l'histoire. Celle-là existe encore aujourd'hui. Elle a été rebaptisée il y a quelques années. Elle s'appelle Roussy Mémorial. Je ne suis pas certain s'il n'y a pas une église anglophone, parce qu'avec le temps, la région s'est beaucoup anglicisée. Mais donc, de son côté, elle, Henriette Feller, elle était surtout responsable de ce qui est devenu l'Institut Feller, en offrant ce service d'enseignement gratuitement. Et Roussy aussi enseignait. De plus en plus de familles envoyaient leurs enfants chez Mme Feller pour recevoir l'instruction gratuite. Donc, elle était dans le grenier, initialement, de cette maison, la maison Lévesque. Et puis, les parents venaient aussi le soir, après le travail sur la ferme, apprendre à lire et écouter la parole de Dieu. Et petit à petit, bien, ce ministère d'enseignement, c'est devenu un pensionnat pour filles et pour garçons, une école primaire, secondaire, ce gros bâtiment ici. Donc, ça a été bâti dans les années 1800, je n'ai pas l'année de construction exactement. Et puis, c'était un bâtiment de 4 étages avec une chapelle attenante, une ferme, une maison pour les professeurs. Et plusieurs pasteurs y ont été formés. Et donc, bon, des anglophones aussi sont venus pour recevoir une instruction protestante, être formés, tout cela. Et à la longue, l'Institut Feller s'est bilinguisé, mais à la base, c'était francophone. Dans les années, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été réquisitionné par le gouvernement comme une prison pour d'éventuels prisonniers allemands. Et c'est un dessin d'un prisonnier là, qu'il aurait fait du site. Par la suite, ça a été remis à l'Institut Feller et puis ils ont continué l'enseignement. Henriette Feller a dirigé l'Institut jusqu'à sa mort en 1868. Donc, de 1836 à 1915, le secrétaire général de la mission de Grande Ligne, qui est devenu l'Union baptiste, évaluait qu'il y aurait eu, de 1836 à 1915, 7000 étudiants qui sont passés par l'Institut Feller.
L'Institut a fermé ses portes en 1967 pour des raisons financières, puis le bâtiment a été incendié en 1968, un incendie accidentel. Voilà, donc l'historien René Hardy résume ainsi les 33 ans du ministère d'Henriette Feller au Québec. Henriette Feller a réussi à constituer la première communauté protestante francophone au Québec et inspirer l'action de plusieurs autres dénominations religieuses réformées vers 1860, qui vers 1860 se partageaient une clientèle restreinte et difficile à évangéliser. Elle a su s'entourer de collaborateurs instruits et influents, dont le docteur et patriote Cyril-Hector Octave Côté, les prêtres défroqués Louis Normando et Hubert-Joseph Tétrault, ainsi que Narcisse Cyr, éditeur et rédacteur du Sommeur canadien, et le pasteur Théodore Lafleur, membre en vue de l'Institut canadien de Montréal, directeur de l'École protestante de Longueuil et ministre influent de la mission de Grande Ligne. Et à la même époque, Mme Feller a aussi collaboré un petit peu avec une autre société missionnaire, la French Canadian Mission Society, qui était parfois un peu rivale avec la mission de Grande Ligne, où on sollicitait des fonds parmi les mêmes donateurs. Et puis, par moments, on a appris à collaborer, mais il y a eu des moments de frustration des missionnaires de la Grande Ligne parce qu'ils avaient l'impression que la société missionnaire canadienne-française venait jouer un peu dans leur plate-bande. Donc, la Société missionnaire canadienne-française a été fondée par les protestants anglophones de Montréal pour rejoindre les francophones avec l'Évangile. Donc, ça, c'est le Christ Church qui est, je pense, c'est sur Sainte-Catherine. Là, c'est une des églises gothiques de Montréal. Donc, l'idée est venue suite au rapport Durham qui... certains, devant le rapport, considéraient que ce qui faisait l'infériorité de la population francophone par rapport aux anglophones était en grande partie causé par le clergé catholique, et non pas par, comme tel, l'infériorité due à la culture, la langue, mais l'Église qui gardait captive sa population. Et on a ici... c'est tiré d'un extrait de Jean-Louis Lalonde qui était où on a un peu un rapport verbal ou de cette opinion-là. Il dit, donc c'est un texte là, qui date là, de 1848, dans ce coin-là. Même s'il notait des différences, la plupart des protestants anglophones croyaient avec une belle unanimité que la société canadienne, française, catholique, romaine était inférieure à la société britannique protestante. Ils croyaient que les pratiques agricoles canadiennes, françaises, primitives, concouraient à épuiser le sol, que l'analphabétisme généralisé tendait à affaiblir les Canadiens, que leur pauvreté venait d'un manque de travail et d'épargne combiné à la sainte extorsion de la dîme catholique. Les rapports étroits entre l'Église catholique romaine et le nationalisme canadien-français faisaient conclure à certains protestants qu'il y avait un rapport de cause à effet entre les deux, et dès lors que le remède se trouvait dans une action concertée des protestants contre les catholiques romains. Et donc l'idée de fonder une société missionnaire de l'Église protestante vers les francophones est venue d'un dénommé James Thompson, qui était un presbytérien impliqué dans l'impression de Bibles, la distribution de Bibles en langue étrangère à Montréal. Et il a organisé le 13 février 1839 une réunion à Montréal où il y avait une douzaine d'anglophones, des pasteurs, des médecins, des journalistes, des juges. Donc c'était un petit peu une sorte de bourgeoisie protestante, l'élite protestante de Montréal. Et Thompson leur propose de soutenir une campagne d'évangélisation en français. C'est là, lors de cette rencontre de février 1839, que ces protestants prennent la résolution de former la French Canadian Mission Society, la Société missionnaire canadienne-française,
qui était interconfessionnelle. On y retrouvait des presbytériens, des anglicans, des méthodistes, des congrégationalistes qui subventionnaient, mais c'était vraiment une organisation indépendante, para-ecclésiastique, qui n'était pas reliée là, à un gouvernement d'église spécifique. Et leur travail était donc d'organiser de l'évangélisation et entre autres de soutenir des colporteurs francophones. Ça prenait des gens qui parlent bien le français. On ne voulait pas juste aller vers les francophones avec des anglophones, mais que ce soit des francophones, qu'on puisse même faire venir d'Europe et les soutenir, leur payer un salaire. Et ici, on en a un de ces missionnaires de la Société missionnaire canadienne-française, Joseph Vesseau, qui est impliqué dans le colportage partout autour de Montréal et des villages. Ils partaient pour plusieurs jours, ils distribuaient de la littérature, puis ils évangélisaient. Donc, comme ils avaient beaucoup de moyens financiers, parce qu'il y avait toute la communauté protestante du Québec qui s'y impliquait du côté anglophone, donc, au début de 1870, la moitié des missionnaires au Québec travaillaient pour cette société missionnaire. Je veux vous lire ici la réaction de Monseigneur Lartigue, qui était l'évêque de Montréal en 1839, lorsqu'il entend parler de cette société missionnaire parmi les anglophones de Montréal. 86. Notre devoir nous force à vous prévenir qu'une nouvelle propagande hérétique dont nous n'avons connu que dernièrement l'existence a eu la confiance, le 8 avril dernier, de s'afficher publiquement en cette ville sous le titre ou avec le dessein avoué de former une société missionnaire pour la conversion, disent-ils, des Canadiens français. Leur plan semble lié avec le projet d'introduire en ce pays un certain nombre de maîtres d'école apostats ou autres anti-catholiques parlant français, avec un déluge de Bibles corrompues ou interprétées à leur guise et une foule d'autres pamphlets analogues. Ils ont même osé donner pour motif de cette recrudescence parmi eux, d'un zèle si peu mesuré, une prétendue diminution de l'influence des curés catholiques sur leurs paroissiens en ce pays. Mais nous sommes convaincus que vous faire connaître le mal, c'est assez vous en indiquer le remède, et que vous veillerez si bien sur votre troupeau pour le préserver de la fureur des loups, que les ennemis de notre sainte religion tireront de leur calomnie contre elle toute la confusion qu'ils méritent. Donc c'était la lettre de l'évêque Lartigue à ses prêtres, aux curés de différentes paroisses autour de Montréal, pour les mettre en garde des loups dans la bergerie. Mais j'aimerais vous lire aussi certains rapports de Joseph Vesseau qui nous raconte un peu son évangélisation. Ici, au marché, il dit, alors c'est tiré, je ne sais pas si c'est une biographie qui a été écrite plus tard, Vesseau avait installé sur la place du marché une stalle qu'il transformait volontiers en vendant ses Bibles et en distribuant des traités religieux, en une chair d'où partaient vives et toujours originales les vérités qui remplissaient son cœur. On aimait sa manière d'attirer l'attention des passants, le tact avec lequel il savait offrir ses ouvrages qu'il ouvrait d'avance en exposant leur contenu. Tous ceux qui s'arrêtaient n'achetaient pas, mais il y en avait toujours quelques-uns qui se laissaient convaincre et plus d'un cultivateur, plus d'une ménagère emportait avec ses provisions habituelles la perle de grand prix. Ici en bateau, le 30 juin 1854, il écrit dans son journal « Le 30, je me suis mis en route pour Saint-Pie. Y ai eu sur le petit bateau à vapeur qui va de Mascouche à Saint-Pie. Y ai lu presque tout le temps du voyage et tous les passagers ainsi que tous les gens de l'équipage ont très bien écouté. Je leur ai fait plusieurs exhortations et quelques remarques selon les passages que je lisais. La plus grande partie des passagers ont dit « C'est bien toute la vérité que vous nous dites là. » J'avais 6 Nouveaux Testaments que j'ai distribués sur le bateau à vapeur, la plus grande partie aux gens de l'équipage, tous des Romains, des catholiques. D'autres m'ont prié de leur en donner, mais je n'en avais plus. Je leur ai promis qu'ils pouvaient en avoir chez le pasteur qui reste à Saint-Pie, que je leur donnerais en repassant. Ils m'ont donné leur adresse et j'ai eu le plaisir de leur porter le trésor si précieux dans leur maison. Le 8 août 1854, je me suis rendu chez moi en passant par Montréal. J'ai été voir le pont du Saint-Laurent, qui était le pont Victoria, alors en construction, qui a été inauguré en 1959.
où j'ai tâché de m'y trouver à l'heure que les ouvriers prennent leur repos afin de pouvoir profiter de cette occasion pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Dieu en soit béni. Il y en a eu plusieurs qui m'ont écouté avec beaucoup d'intérêt. Et donc, continue comme ça. Parfois, ça va un peu moins bien. Il écrit « Revenant du marché, je vis un homme qui m'avait suivi, qui me demanda des tracts. Il en prit 2, les mit en pièces et me donna des coups de pied à la poitrine. Aussitôt, un groupe de gens excités m'entourèrent. Un homme qui passait s'arrête pour leur demander s'ils n'avaient pas honte de s'attaquer ainsi à un innocent. Un cocher lui frappa au visage avec le manche du fouet. Un autre le fit aussi, lui demanda si lui aussi n'était pas un Suisse. » Alors voilà quelques petites aventures de ces colporteurs pour la Société missionnaire canadienne-française. Ce qui nous amène maintenant à Charles Chiniki. Chiniki, donc, était un prêtre catholique qui est devenu un pasteur presbytérien, prédicateur anti-catholique. Il est né en 1809 à Kamouraska. Il a été ordonné comme prêtre en 1833. Il a commencé donc son sacerdoce dans la région de Québec, puis à Kamouraska. Et il est devenu une célébrité nationale au Québec dans les années 40, 1840, alors qu'il était apôtre de la tempérance. Il prêchait la sobriété, il écrivait contre l'alcoolisme. Il avait l'approbation de Monseigneur Ignace Bourget, qui, je pense, éventuellement est devenu archevêque, ou peut-être pas cardinal, mais il a participé au Concile Vatican I. Et donc, il faisait la promotion de Chiniki. Chiniki était un prêtre turbulent, un esprit indépendant, dans un contexte ultramontain. Le Québec n'était pas vraiment un lieu pour réformer la religion catholique, mais c'était vraiment une terre très, très fertile à l'ultramontanisme. C'est une expression qui vient il y avait deux courants de catholicisme en France à une certaine époque. Certains qui voulaient un catholicisme un peu modifié, puis les ultramontains, c'est ceux qui regardaient au-delà des montagnes, vers le Vatican, vers le pape, et qui voulaient relever directement de l'autorité de Rome, plutôt que de moderniser leur théologie. Alors, le Québec était très ultramontain, très fidèle à Rome, et donc, Chiniki, un peu un réformateur, un peu un Lone Ranger, pas nécessairement quelqu'un qui va se conformer, il agit selon sa conscience. Alors, il était difficile à cadrer déjà dans l'Église catholique. Et pour faciliter la chose, on l'a relocalisé comme prêtre colonisateur. On l'a envoyé en Illinois pour être le curé de la paroisse Sainte-Anne, dans le sud de Chicago. Alors, je ne sais pas trop comment fonctionnaient les rapports entre le Canada et les États-Unis. Et il devait y avoir des populations francophones. Puis on a peut-être demandé aux évêques du Québec. Il faudrait demander à Richard Lahey de vous lire la biographie. On aurait plus d'explications, mais là, je fais juste un survol. Et pendant qu'il était là à Sainte-Anne, il est entré en conflit avec les évêques irlandais et ils l'ont excommunié en 1858. Et c'est comme ça qu'il est sorti de l'Église catholique en étant excommunié. Alors, Chiniki quitte l'Église catholique romaine et il quitte avec toute sa congrégation qu'il désigne comme une Église catholique mais indépendante. Mais peu de temps après, il joint l'Église presbytérienne de Chicago en 1860. Il va y avoir un peu de tension là aussi et il va rejoindre l'Église presbytérienne du Canada en 1862. Et avec Chiniki, vraiment, se développe une culture anti-catholique chez les évangéliques francophones du Québec. Chiniki, d'abord, il était déjà une figure connue de la population du Québec par son travail comme apôtre de la tempérance. Et puis là, de savoir qu'il est devenu dans le camp de l'adversaire, qu'il est maintenant un loup dans la bergerie, ça a fait scandale. Et alors, Chiniki prêchait, décrivait, publiait que l'Église catholique était une Église païenne, qu'on y adorait des idoles, entre autres qu'on vénérait Marie, c'était de l'idolâtrie, que la théologie et les rites de l'Église catholique étaient antichrétiens, qu'il souillait l'Évangile. Il était aussi partisan de certaines théories de complot. Il croyait que le Vatican et que le pape Pie IX
responsable d'immigration massive de catholiques aux États-Unis pour changer la trajectoire de ce pays, et qu'il serait responsable de l'assassinat du président Abraham Lincoln. Donc, il a publié des pamphlets à cet effet. Ça a été repris. Il y a un ouvrage là, de Thomas Harris qui... donc Rom's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln. Et dedans, il rapporte des échanges entre le président américain et Chiniki. Alors, je ne suis pas au courant là, du sérieux de toute de ces échanges-là. Mais en tout cas, Chiniki faisait cette promotion-là. Il a publié plusieurs livres, 50 ans dans l'Église de Rome, où il veut dénoncer la corruption de l'Église catholique. Il a publié, bien sûr, Le prêtre, la femme et le confessionnal, en disant que c'est vraiment un lieu de tous les abus, le confessionnal. Et puis, son autobiographie, qui est probablement disponible sur nos tablettes. Donc, vraiment une rhétorique anti-catholique. Il n'y a pas de possibilité dans cette culture de Chiniki, mais qui va vraiment marquer la culture évangélique québécoise, de pouvoir voir de vrais chrétiens parmi les catholiques. Ce sont des païens qui ont certains éléments du christianisme tellement corrompus que pour être un vrai chrétien, il faut sortir du catholicisme, il faut apostasier sa foi, abdiquer. Et je dirais que ça a marqué en partie la génération évangélique du Réveil. Disons, la rhétorique de Chiniki, l'ouvrage de Chiniki circulait encore beaucoup, puis il y avait vraiment un fort sentiment anti-catholique de la part des évangéliques là, de cette époque. Alors, Chiniki se marie en 1864 à l'âge de 55 ans avec Euphémie Allard, qui est environ 25 ans plus jeune. C'est le René Angélil et la Céline Dion de l'époque. Ils auront 2 filles, ils en adoptent une 3e, et ils ont encore des descendants aujourd'hui. Ils ne portent pas le nom de Chiniki, puisqu'ils n'ont eu que des filles, mais donc la lignée de descendance se poursuit. Et c'est d'ailleurs chez un des arrière-petits-enfants que Richard Lahide avait trouvé des boîtes, des archives dans le sous-sol là, qui étaient en train de se perdre, et puis il a fait sa thèse de doctorat là, sur Chiniki. Alors, si vous voulez lire quelque chose là, d'académique sur Chiniki, pas juste de la polémique, c'est les ouvrages de Richard Lahide, qui est un anglophone, là, qui est un historien qui s'intéressait à l'histoire franco-protestante du Québec. Donc, partout où il allait, il provoquait les catholiques. On le surnommait le Luther du Canada. Il était invité par les évangéliques pour faire des tournées d'évangélisation au Québec. Aux États-Unis, il est allé en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Une fois sur le bateau, il se fait passer pour un prêtre catholique auprès de catholiques irlandais. Et pendant la messe, il détruit l'hostie, le jette par terre, il le piétine pour le désacraliser, montrer que c'est juste des superstitions. Alors, on voulait le jeter par-dessus bord. Et il y a eu au moins une tentative d'assassinat sérieuse contre lui à Saint-Hilaire, au Québec. Il a pris sa retraite de son ministère pastoral de Sainte-Anne en 1888 à 79 ans. Il est venu terminer sa vie à Montréal en 1892, quelques années plus tard, donc, et il est mort à Montréal à 89 ans en 1899. Il est au cimetière Mont-Royal. Mais pour dire, c'était pas juste... c'était un phénomène en son temps. Il était très, très connu. À sa mort, le New York Times et le Times de Londres ont publié une chronique obituaire. Et comme je disais, vraiment, il représentait la culture anticatholique chez les franco-protestants, mais chez les anglo-protestants aussi. Il a vraiment nourri un peu chez les Américains ce sentiment de méfiance envers le Vatican et puis les catholiques, jusqu'à lorsque le président John F. Kennedy a été élu. C'était un premier président catholique. On s'inquiétait encore, puis il y avait toute cette croyance que l'intention de Rome, c'était d'avoir une marionnette à Washington. Alors, ce qui nous amène à la dernière section rapidement, le Québec, un peu avant le Réveil. Donc, de 1860 à 1960, il n'y a pas beaucoup de changements dans la situation des franco-protestants. Le protestantisme, il y avait vraiment un pattern habituel.
d'une génération à l'autre. En fait, la foi protestante ne vivait pas plus qu'une génération au Québec. Généralement, il y avait deux options. Soit qu'il y avait un retour au catholicisme, parce que c'était une société, pour vivre en français dans une société catholique, il fallait être catholique. C'est les catholiques qui donnent l'éducation, qui donnent les soins de santé, qui gèrent les institutions. Alors, pour avoir accès minimalement à ces institutions, à la vie de communauté, pour que le boucher nous vende sa viande, si le curé a dit de ne pas la vendre à des protestants, ben, pour vivre dans une société francophone, on ne pouvait pas demeurer protestant. On pouvait endurer jusqu'à un certain point l'ostracisation, mais après une génération, généralement, soit que les enfants, pour se marier, devenaient catholiques ou pour élever leurs enfants dans des écoles quand il n'y avait pas d'école protestante, ou soit pour garder leur foi protestante, ben, ils allaient avec des communautés anglophones, mais après une génération, ben, le français se perdait. Et donc, pendant plus d'un siècle, ça a été vraiment toujours ce cycle-là à répétition, soit qu'après une génération, les protestants deviennent catholiques, ou soit qu'ils vont chez les anglophones. Les protestants anglophones, à cette époque-là, au début du 20e siècle, devenaient de plus en plus libéraux. 1925, c'est le début de l'Église unie du Canada. L'Église unie, c'est l'union entre l'Église presbytérienne, l'Église méthodiste et les églises congrégationalistes qui s'unissent pour former une seule Église unie. Et ça, c'était le culte d'inauguration, donc en 1925. Et c'est une église complètement libérale, on pourrait la qualifier d'apostate sans que ça soit exagéré, qui était une église bilingue, francophone, anglophone. Dans les années 30 à 50, l'œuvre se faisait au Québec surtout par les baptistes et les frères évangéliques là, qui cherchaient à faire la mission. Et si vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous encourage, c'est un très bon ouvrage. C'est la biographie de Tom Carson, le père de Don Carson. Alors, Tom Carson étudiait au TBS, Toronto Baptist Seminary, en 1933, et il a commencé à venir œuvrer au Québec les étés, un peu comme faire un stage missionnaire, distribuer des tracts en 1934. Et il a reçu un appel pour devenir pasteur d'une église anglophone à Montréal, Emmanuel Baptist Church, en 1937. Et il a accepté, mais en disant que c'était temporaire, dans le but d'apprendre le français pour implanter une église en français au Québec. Et pendant donc, les années 40, son ministère a été difficile à Montréal pour rejoindre les francophones. Il y a beaucoup de pages de son journal dedans, c'est fort intéressant à lire. Et il aide en 1947 à établir une église chrétienne à Drummondville, qui existe encore aujourd'hui, qui est dirigée par le pasteur Daniel Durand. C'est l'église baptiste de la foi de Drummondville. Donc, il a démarré, c'était des anglophones de différentes églises qui ont voulu commencer quelque chose en français, puis ont demandé à Tom Carson de venir les aider. Puis, ils ont déménagé officiellement en 1949. Ils ont vécu là 15 ans avec leurs 3 enfants, dont Don Carson. Donc, un contexte très difficile, toujours de la pression parce que quand quelqu'un se convertissait après ça, c'était difficile pour cette personne-là, pour des familles qui adhéraient à la foi protestante, de continuer à vivre en français à Drummondville. Donc, certains résistaient, d'autres retournaient au catholicisme, d'autres déménageaient à Montréal, allaient plus vers des anglophones, pouvaient vivre avec des francophones, mais fréquenter secrètement des églises anglophones. Donc, c'est pas mal ce que ressemblait avant le réveil, jusqu'à 1960, le Québec. Il y avait, en 1960, on comptait environ 20 à 30 petites églises au Québec, aucune vraiment assez grosse pour soutenir un pasteur à temps plein. Mais c'était la veille d'un tournant majeur pour l'histoire des franco-protestants, le réveil des années 70. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain cours, les facteurs de ce réveil, qu'est-ce que ça produit exactement. Et puis on va porter une attention particulière à l'implantation de la foi franco-protestante à Saint-Jérôme. Alors je vous donne rendez-vous le 15 septembre à 9h pour la dernière page d'histoire.